Chaque archéologue a une histoire, un récit de quand ils ont trouvé quelque chose de si remarquable que aucun de leurs pairs ne les a crus. De nombreux paléontologues ont des histoires similaires et elles valent toute la peine d'être entendues. Nous avons eu la chance d'entendre beaucoup de ces histoires et maintenant nous les transmettons à vous dans cette vidéo pleine de découvertes incroyables. C'est parti! L'invention de la poudre à canon a changé la nature de la guerre. Elle a été utilisée pour la première fois en Chine au début du Xe siècle, mais il a fallu environ 300 ans pour se répandre à travers l'Eurasie. Pendant ce temps, la recette de la poudre à canon a été modifiée et trafiquée régulièrement, les gens cherchant des moyens de la rendre plus puissante et destructrice. L'étude des premières recettes connues de poudre à canon révèle que certains ingrédients surprenants ont été testés dans le mélange. C'est le charbon, le soufre et le nitrate de potassium qui donnent à la poudre à canon sa puissance, mais les anciennes recettes chinoises préconisaient parfois également l'inclusion de vernis, de camphre et même de brandy. Avec le temps, la quantité de nitrate de potassium commence à augmenter dans les années 1300, alors que le charbon de bois diminue. C'était probablement une décision de santé et de sécurité. La recette est à nouveau inversée dans les années 1400, alors que le soufre et le charbon augmentent et que le nitrate de potassium diminue. Cela aurait généré beaucoup plus de chaleur et rendu la poudre dangereusement instable pendant le transport. Peut-être que c'est pour cette raison que le brandy et l'eau ont été ajoutés dans une tentative de neutraliser le danger. Nous utilisons encore certaines de ces recettes du XVe siècle aujourd'hui lorsque nous fabriquons des feux d'artifice. Peindre les murs intérieurs d'une tombe semble être un exercice assez inutile. Après tout, personne n'allait les voir une fois la tombe scellée. Néanmoins, en septembre 2021, des fouilles à l'église Notre-Dame de Bruges en Belgique ont révélé la présence de 2 tombes peintes datant du XIVe siècle. Une 3e tombe a également été découverte, mais celle-ci n'était pas décorée. Les restes de 50 personnes ont été trouvés dans les tombes, ainsi que les clous qui maintenaient autrefois leur cercueil ensemble. Le bois s'est depuis longtemps décomposé. La tombe la plus richement décorée est couverte de fresques, dont la plupart représentent des anges et des scènes de la Bible, y compris une version vivement sanglante de Calvaire. Le lieu de la crucifixion apparaît également dans la 2e tombe, cette fois montrant le Christ sur la croix, entouré de Marie et Joseph. La qualité et l'étendue des travaux sont impressionnantes. Étant donné qu'à l'époque où ces tombes étaient faites, les lois religieuses stipulaient que les gens devaient être enterrés dans les 24 heures suivant leur décès. Une station de pompage souterraine est en cours de construction sur le site de la découverte, de sorte que les tombes seront retirées dans leur intégralité et emmenées dans un musée. Nous vous avons promis un peu de paléontologie. En janvier 2021, des chercheurs en Argentine ont annoncé qu'ils avaient trouvé le fossile de celui qui pourrait être non seulement le plus grand dinosaure jamais découvert, mais aussi le plus grand animal connu de la science. Le fossile révolutionnaire a été trouvé dans la province de Neuquén, dans le nord-ouest de la Patagonie, et serait un titanosaure. Cette famille de lézards géants de l'ère Crétacé est déjà la plus grande espèce de dinosaure connue, mais cette créature est énorme même selon ses critères élevés. D'après ses os, il aurait mesuré environ 150 pieds de long et aurait pesé jusqu'à 100 tonnes. Comme le fossile ne contient qu'un squelette partiel, il est impossible pour les scientifiques d'être précis. Ils extrapolent les données à partir des os qu'ils ont. S'ils ont raison dans leurs estimations, le dinosaure serait encore plus grand que la baleine bleue. Les mammifères marins sont actuellement répertoriés comme les plus grandes créatures ayant jamais existé sur Terre, car ils sont capables de mesurer jusqu'à 110 pieds de long avec un poids allant jusqu'à 170 tonnes. Si vous nous pardonnez le jeu de mots, le dino ferait sortir la baleine de l'eau en termes de longueur. Voici une découverte incroyable qui a été trouvée dans un grenier en juillet 2019. Le fait qu'elle se trouvait dans le grenier du sanctuaire Kasuga Taisha à Nara au Japon aurait dû être un indice de sa valeur, mais les responsables du sanctuaire pensaient que c'était juste une vieille lame rouillée. Elle a été sortie du grenier avec toutes les autres vieilles épées pour participer à une cérémonie qui a lieu tous les 20 ans, et c'est à cet instant-là que quelqu'un lui a donné le premier nettoyage qu'elle avait reçu depuis des décennies. Heureusement, il y avait un expert en épée de samouraï dans la pièce et,
Une fois la rouille disparue, il l'a immédiatement reconnue comme une épée extrêmement rare du XIIe siècle. C'est une lame Kōoki et c'est l'une des plus anciennes existantes. Les experts disent qu'elle était probablement une épée de famille, faite sur mesure pour un ancien samouraï, puis transmise de génération en génération. Elle aurait même pu être fabriquée par le maître forgeron du XIIe siècle Yasutsuna, car elle porte certaines de ses marques distinctives. L'épée est maintenant exposée au musée du sanctuaire, où elle aurait dû se trouver depuis le début. Il y a tellement de vestiges et de ruines d'anciennes colonies au Pérou que certaines sont presque totalement négligées. Parmi cette collection de merveilles anciennes négligées se trouve Tucumé, la vallée péruvienne des pyramides. La vallée se trouve à des kilomètres de la civilisation, perdue entre les Andes et la côte pacifique, dans une plaine autrement sans relief. Il y a plus de 250 pyramides ici, réparties entre 3 anciennes villes pyramidales. Il semble que chaque site ait été construit après l'abandon du précédent, mais les raisons de ces abandons sont inconnues. On pense que Tucumé a été construit vers 1100 et est resté occupé pendant 500 ans. La deuxième culture est créditée de sa construction, mais les Chimú l'ont utilisé après le départ des Siken. Et enfin, il a été adopté par les Incas. Le canal voisin de Tami est considéré comme ayant été construit en même temps que les pyramides. Aucune étude archéologique n'a été menée ici jusqu'au moment où Thor Heyerdahl amène une équipe en 1998. Ils ont trouvé des tombes parmi les pyramides, mais très peu d'artefacts. Fait intéressant, les personnes vivant le plus près du site l'appellent Pergasio plutôt que Tucumé. Personne ne sait comment le nom est apparu, mais la rumeur veut que des prêtres catholiques aient jeté des incroyants du haut des pyramides en punition pour avoir rejeté le christianisme. En avril 2017, des archéologues effectuant des fouilles exploratoires souterraines près de la ville iranienne de Salman ont découvert tout un village souterrain. Personne ne savait qu'il était là jusqu'à leur arrivée. Le village se compose de 50 grandes pièces qui auraient servi de maisons, toutes reliées par des tunnels souterrains. Ils ont également trouvé les restes de 60 personnes, suggérant que le village aurait pu être brièvement utilisé comme lieu de sépulture après la fin de sa phase résidentielle. D'après les preuves archéologiques disponibles sur place, on pense qu'il a environ 250 ans. Cela situe la construction des pièces à l'époque de l'Empire parthe. Hormis quelques vases en céramique, très peu d'artefacts ont été laissés dans les pièces. C'est donc difficile pour les archéologues d'en apprendre beaucoup sur les personnes qui vivaient ici. Il y avait beaucoup d'espace en surface, donc les raisons pour lesquelles quiconque creusait en dessous pour vivre dans l'obscurité ne peuvent être que devinées. Malheureusement, personne n'a de bonnes suppositions. En fouillant les restes d'un ancien palais égyptien à Tel el-Daba en 2012, des archéologues ont fait une découverte macabre. Ils ont trouvé 4 puits funéraires et au fond de ces puits funéraires, ils ont trouvé 16 mains humaines coupées. Pour rendre cette découverte étrange encore plus étrange, il n'y a pas de main gauche parmi la collection. L'examen des restes a révélé qu'ils avaient 3600 ans. Cela nous ramène à une époque où cette partie de l'Égypte était contrôlée par les Hittites, peuple dirigé par le roi Kian. Cela nous permet de replacer les découvertes dans leur contexte et de confirmer une légende ancienne et sinistre. On disait que le roi Kian avait d'énormes réserves d'or et ne les vendait qu'à des personnes qui pouvaient lui présenter une main droite coupée. Alors qu'il est possible que quelques individus désespérés aient coupé leurs propres mains en échange de richesses, la plupart des mains étaient probablement données au roi par des soldats qui les avaient coupées sur les bras de ses ennemis. Aucun enregistrement de cette pratique n'existe dans le nord de Canaan, qui est le foyer d'origine des Hittites, donc cette pratique bizarre et désagréable doit avoir été localisée. L'épave du Luburun est supposée avoir 3300 ans, mais personne n'en est sûr. Elle se trouve au large de la côte sud-ouest de la Turquie et est considérée comme l'une des plus anciennes épaves du monde entier, sans parler de l'une des plus riches. Des plongeurs éponges turcs ont découvert l'épave par accident en 1982, déclenchant une frénésie d'activité archéologique marine qui a abouti à la récupération d'ingots de cuivre précieux ainsi que de récipients en céramique remplis de raisins et de figues. La conception du navire suggère qu'il provient de Chypre, bien qu'une origine zéro-palestinienne soit également possible. Il reste si peu de bois que la datation au carbone est impossible
et l'estimation de 3300 ans provient d'un scarabée en or gravé du nom de la reine égyptienne Néfertiti. L'absence de coque signifie qu'il est également impossible de déterminer comment ou pourquoi le navire a coulé. Étant donné sa taille et la quantité de cargaison, on peut dire en toute sécurité que cela aurait été une perte dévastatrice pour celui qui l'a payé pour naviguer. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur l'histoire ancienne des Philippines. Les personnes qui vivaient ici il y a des centaines d'années le faisaient en isolement par rapport au reste du monde. Ils ont développé leur propre culture unique, exempte d'influences extérieures, mais ont laissé très peu de traces. C'est pourquoi la plaque de cuivre de Laguna est si importante. L'artefact a été inscrit en 822, mais n'a été trouvé qu'en 1987 lors du dragage de la rivière Lumbang. Le message gravé sur sa surface semble être incomplet. Écrit en ancien kawi, il dit « Salut, en avril de l'année Saka 822, l'astronome dit que le 4e jour de la moitié sombre de la Lune est lundi. » La traduction est correcte, mais le message n'a pas de sens. Il est possible que la plaque ait eu un compagnon qui fournirait le contexte au mot. L'utilisation du kawi ancien est significative, car elle provient de Java, en Indonésie. Pour qu'elle ait été utilisée aux Philippines il y a si longtemps, cela pourrait signifier qu'il y avait plus d'échanges culturels entre les deux régions que les historiens ne le pensaient. Certaines des premières sculptures réalisées par nos ancêtres sont des représentations des animaux qui vivaient autour d'eux. Si vous viviez en France pendant l'âge de glace, ces animaux auraient inclus des rennes. Quelqu'un vivant près de l'emplacement actuel du village français de Bruniquel, il y a 13 000 ans, a vu 2 rennes nageant et a été tellement inspiré par cette vue majestueuse qu'il a créé cette incroyable sculpture. C'est l'un des plus anciens artefacts de l'énorme collection du British Museum. La pièce est taillée dans une seule défense de mammouth avec des outils en pierre, puis soigneusement polis et gravés. Depuis sa découverte en 1866 jusqu'en 1904, la sculpture était considérée comme 2 œuvres d'art séparées. Mais un archéologue français qui a visité le British Museum a remarqué que les 2 pièces s'assemblaient pour former un ensemble plus grand de 2 rennes nageant côte à côte, un mâle et une femelle. L'objet n'a pas pu servir à un usage pratique et ne peut donc être interprété que comme une ancienne œuvre d'expression artistique, nous rappelant ainsi que même nos ancêtres les plus lointains étaient plus capables et contemplatifs que nous leur accordons souvent. Au Royaume-Uni, les personnes de foi chrétienne se plaignent parfois que de vieilles églises sont démolies pour laisser place à des bâtiments non religieux. Cette plainte n'est probablement pas nouvelle. Voici un exemple d'un site sacré romain transformé en usine de briques. Le site, vieux d'environ 1900 ans, est situé près de Prior's Hall Park à Corby en Angleterre. Cette région est déjà connue pour ses liens romains avec 40 grandes villas romaines anciennes découvertes par des archéologues entre 2011 et 2016. Le vieux site sacré a été découvert en décembre 2020 derrière l'une des villas et était à l'origine un temple et un mausolée romano-celtique. Les Romains l'ont construit sur une crête, l'élévation ajoutant à son prestige. Il peut être identifié comme un temple en raison de sa grande cour rectangulaire entourée de murs, formant une cella de temple typique. Cependant, il y a aussi des fours qui ont été ajoutés au cours du IIIe siècle, découverts avec les restes de briques et de tuiles qui ont été fabriquées sur le site. Même les vieux murs ont été réutilisés comme voie de circulation, avec le matériel restant utilisé pour fabriquer les fours. Le mur de la cella du temple a été partiellement détruit pour créer une entrée vers l'usine. Détruire un lieu sacré de cette manière serait généralement considéré comme un acte de sacrilège, alors les archéologues n'ont aucune idée de la façon dont le propriétaire de la villa s'en est tiré. Nous devons parler du crâne de Bolinao. Cette tête humaine du XIVe siècle nous a donné un aperçu inestimable de la culture philippine dans les années précédant l'arrivée des Espagnols. Le crâne a été trouvé sur le site archéologique de Balingaz à Bolinao, Pangasinan, bien que les détails précis de sa découverte, y compris la date, soient inconnus. Nous savons qu'il n'y a pas de crâne comme celui-ci ailleurs dans le monde. Son caractère unique provient de ses décorations dentaires en or qui ressemblent à des écailles de poisson. Pour les fans de rap, on pourrait dire que c'était le premier grill du monde. L'effet a été obtenu en perçant les dents, puis en remplissant les trous avec des tiges d'or.
Cela aurait été un processus douloureux, mais on pense que c'était une méthode pour démontrer son statut social. Les Philippins préhispaniques étaient également connus pour teindre leurs dents en noir ou en rouge pour la même raison. Le processus douloureux de la pose d'or dans les dents était connu sous le nom de pusade et peut être considéré comme l'origine de la dentisterie esthétique.